Bon, aujourd'hui, 5 décembre 2017. Vers la réalisation de soi. Bon, selon Maslow, la voie vers la réalisation des potentialités de l'individu, celle de la réalisation de soi, ne peut s'ouvrir que lorsque les besoins élémentaires ont été assouvis. Les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc., sans la satisfaction desquels rien d'autre n'est possible, émergent toujours en premier lieu. Les besoins de sécurité leur succèdent, se mettre à l'abri, éviter les dangers, penser au lendemain, etc. Et leur satisfaction va permettre le développement des besoins d'affection, à être aimé, à être accepté, appartenir à un groupe dans lequel on est reconnu, etc. Si ces trois types de besoins sont satisfaits, de nouvelles attitudes vont alors pouvoir se développer, ce qui n'aurait pu être possible avant. Ainsi, au lieu de se plier systématiquement aux avis de la majorité ou de l'autorité, la personne va être de plus en plus à l'écoute de ses sentiments. Elle va retrouver le don d'émerveillement face au monde qu'elle avait étant enfant. Elle aura de plus en plus envie de quitter la routine pour tenter de nouvelles choses, s'attaquer à de nouveaux défis, acceptant même de travailler ardemment s'il s'agit d'un travail qu'elle a choisi de faire, etc. Elle changera à être de plus en plus objective face aux faits, acceptant d'être impopulaire lorsque ses opinions ne vont pas dans le sens de celles de la majorité. Elle va prendre de plus en plus de responsabilités, évitant de jouer la comédie pour sauver la face. Toutes ces démarches contribuent à développer en elle l'estime de soi, mais elles vont surtout l'amener à devenir un être créateur, vivant intensément ce que la vie lui apporte et un être capable de se préoccuper des autres et du bien-être de l'humanité. Elle accède ainsi au stade de la réalisation de soi. Il s'agit là, bien sûr, du cheminement idéal que seule une intime minorité des individus est capable d'entreprendre. On peut estimer que plus de 90% des gens se trouvent bloqués au niveau de la recherche de sécurité et d'affection, dans lequel elle est engloutie. Elle engloutit toute énergie. À qui la faute? À personne et à tous. Il est certain que seule une société égalitaire offrant des structures favorisant l'épanouissement de chacun est capable de permettre au plus grand nombre de se réaliser totalement. S'agit-il là d'une utopie ou existe-t-il un espoir? L'estime de soi. Il s'agit là d'un besoin élevé dans la hiérarchie, qui peut constituer une force des plus puissantes à la base de nombreux comportements humains. Il peut aussi bien se traduire par la quête de l'approbation sociale et de la reconnaissance par d'autres d'un travail bien fait, que par celle de l'indépendance et de la liberté. Il peut être à la base d'une recherche de la compétence ou du succès dans le cadre d'une activité professionnelle ou artistique, aussi bien qu'à celle d'une lutte pour le pouvoir et le prestige. Le fait que ce type de besoin s'exprime selon l'une ou l'autre de ces façons est, là encore, étroitement associé aux expériences vécues par l'individu dans sa jeunesse. Il dépend de la manière dont a pu se développer un sentiment d'autonomie chez l'enfant, selon que ces sentiments auraient été encouragés et récompensés par les parents, ou, au contraire, empêchés par une surprotection maladroite ou des réprimandes pour tout mouvement d'indépendance. Il permettra le développement d'individus confiants en eux-mêmes, ou alors dépendants des autres et de leurs avis pour mener à bien leurs activités, en ne se lançant que dans celles dont le succès est assuré. Ceci permet, par exemple, de comprendre partiellement pourquoi tant de femmes doivent souvent faire face à un conflit entre un fort besoin d'estime de soi et la peur du succès auquel la société ne s'attend pas de leur part. Ce conflit serait notamment issu du type d'éducation que reçoivent traditionnellement les filles, qui les confine beaucoup plus dans les attitudes de conformisme social que dans les celles susceptibles de développer en elles un sentiment réel d'indépendance. Quoi qu'il en soit, la manière dont les besoins d'estime de soi va se développer est liée à la façon dont vont s'élaborer les valeurs supérieures telles que celles de justice, d'équité, de solidarité, de non-violence, de respect de soi et des autres. Elle débouche également sur la recherche de satisfaction des besoins esthétiques, d'ordre,
de beauté et d'équilibre. Bon, là, je vais parler de la théorie cognitive de la motivation. Pour les cognitivistes, les théories des pulsions ou de l'activation sont considérées comme trop grossières pour rendre compte de la diversité des comportements humains. Car, note-t-il, c'est à tout moment que notre organisme est activé. Nous sommes toujours en train de faire quelque chose et la plupart du temps, nous avons choisi de le faire. Ce n'est, par exemple, que dans le cas très rare que la faim nous pousse à agir de façon pressante. La plupart du temps, nous choisissons au contraire de manger ou non, de grignoter ou non, ou de nous attabler, devant un repas copieux, après avoir choisi, parmi les aliments disponibles, ceux qui nous plaisent le mieux. On pourrait parler de la même façon du choix de nos fréquentations, de nos distractions, ou encore de l'occupation à laquelle nous décidons de nous livrer à un moment donné. Pour tous ces choix, nous utilisons donc à tout moment nos processus de pensée. En ce sens, tous nos comportements sont motivés. Il n'existerait donc aucune force particulière agissant uniquement à des moments de crise ou à des déséquilibres, comme le prétendent les deux autres théories. Bowles, en 1974, voit plutôt la motivation comme un mécanisme sélecteur de comportement. Celui-ci répond aux stimulations externes lorsque c'est nécessaire, mais il choisit la plupart du temps la possibilité qui répond le mieux, à un moment donné, à un état physiologique, une émotion, un souvenir ou une pensée se présentant à l'esprit, ou encore à une personne ou à un objet faisant partie de notre environnement immédiat. Pour Deci, en 1975, tous nos comportements seraient même intrinsèquement motivés, et cela de façon innée. Selon lui, nous sommes davantage attirés par une activité qui nous permet de développer un sentiment de compétence. À preuve, affirme Fisher, 1978, que les meilleures performances sont souvent attribuables aux personnes ayant le sentiment d'effectuer un choix dans leur façon d'organiser leur travail et d'exercer un contrôle sur la manière de le mener à bien. Selon ces théoriciens, les récompenses externes, bonbons, argent, etc., ne feraient le plus souvent que diminuer cette motivation intrinsèque. Deci, 75, ainsi, un enfant récompensé, chaque fois qu'il sort les ordures, aura de moins en moins envie d'agir sans récompense, ou simplement pour le plaisir de se sentir utile. Quant à Newton, en 80, il avance en plus que ce sont souvent les buts qu'on s'est donnés et les projets d'avenir qui orientent le choix de nos comportements actuels. Il le ferait avec autant plus de force qu'il représente quelque chose d'important pour nous. En ce sens, comme le souligne Deci, ce ne sont pas tellement les buts eux-mêmes qui motivent nos comportements, mais bel et bien plus l'intention de les atteindre. Bon, là, je vais parler de l'être équilibré et la normalité. Face à la vie, avec les problèmes qu'elle pose et les défis à relever qu'elle implique, nous sommes amenés à tout instant à rechercher un équilibre entre une adaptation à la réalité, d'une part, et l'épanouissement de nos potentialités, nous permettant d'affirmer notre individualité d'autre part. Cette double tâche ne s'accomplit pas sans difficulté. Elle est donc normale que face à certains événements ou dans des situations particulières, nous connaissons des moments d'anxiété parfois très grandes ou des périodes de dépression au cours desquelles nous pouvons avoir l'impression que tout combat est inutile. Il est également normal que nous utilisions les mécanismes de défense permettant de soulager rapidement, même s'il n'est que temporaire, nous permettant de nous accrocher pendant que la tempête est en train de passer. D'autres périodes vont suivre, plus calmes, ou parfois accompagnées de moments d'exaltation au cours desquels tout s'éclaire et paraît soudainement plus facile. La vie est faite de ces déséquilibres et de ces petits bonheurs. L'équilibre repose sur un mouvement en spirale dans lequel l'être tout entier est impliqué et où il est constamment poussé à ouvrir de nouveaux horizons et à mener de nouveaux combats. La façon dont la personne peut parvenir à l'actualisation de ses potentialités selon Maslow. Nous avons complété le tableau en cernant les caractéristiques de l'être équilibré, telles qu'on les retrouve décrites
par différents auteurs. Sur le plan physique, la personne équilibrée possède un corps en santé. Elle a une bonne constitution, ainsi qu'un goût pour l'effort physique, et elle sait résister à la fatigue. Point. L'équilibre de l'esprit ne peut en effet se concevoir dans un respect profond pour le corps. Mens sana, in corpore sano, disait l'auteur latin Juvénal. Esprit sain dans un corps sain, c'est ça que ça veut dire. Sur le plan sexuel et affectif, elle est capable d'établir de façon satisfaisante des relations intimes avec les autres, tout en veillant, sans préoccupation exagérée, à la satisfaction de ses besoins. Elle sait demeurer attentive et sensible aux besoins du ou de la partenaire. Sur le plan intellectuel, la personne équilibrée est celle qui possède une bonne intelligence, lui permettant de penser et d'agir de façon efficace. Elle s'efforce toujours de trouver une solution valable aux situations complexes, préférant s'en remettre aux faits plutôt que de choisir l'aspect rassurant des théories. Elle tente donc le plus souvent possible de passer des idées aux actes. Elle connaît ses capacités et ses aptitudes, et elle utilise ses ressources le mieux possible à des activités productives. Elle progresse de façon constante dans ses apprentissages en s'efforçant d'atteindre le but qu'elle s'est fixé dans un temps raisonnable. Elle a de l'imagination et elle aime se mettre en quête de solutions autres que celles qui sont traditionnellement proposées. Sur le plan moral, elle possède un sens de la justice qui est profondément imprégné d'un souci constant d'objectivité. Elle a tendance à se fier plus à son propre raisonnement qu'au jugement des autres et qu'à ceux transmis par les médias. C'est toujours de façon volontaire qu'elle décide de se conformer et non aux normes sociales. Bien qu'elle possède une solide volonté, elle n'est pas autant entêtée. Elle est toujours disposée à reconnaître ses torts, sans cependant se livrer à un étalage excessif de ses erreurs. Sur le plan social, elle se sent le plus souvent à l'aise avec les autres, ayant le sentiment d'être acceptée par eux. Ses réactions sont rarement calculées et cette spontanéité lui permet de s'ajuster aussi facilement à ses égaux qu'à ses intérieurs ou à ses supérieurs. À ses inférieurs ou à ses supérieurs. Sur le plan de sa personnalité, enfin, la personnalité équilibrée est une personne optimiste qui aime la vie et qui répond, sans se sentir forcée, aux exigences de celle-ci imposées. Elle est le plus souvent de bonne humeur, affichant un caractère enjoué. C'est une personnalité mûre, autonome et réaliste qui sait accepter les responsabilités sans refuser les risques. Elle est relativement stable sur le plan émotionnel, ne se montrant ni trop confiante, ni trop inquiète, et elle sait affronter la malchance sans manifester une détresse démesurée. En général, elle préfère obtenir ce qu'elle désire par ses efforts plutôt que par des réclamations et des comportements manipulateurs. Elle a, de plus, su conserver une certaine fraîcheur qui la rend capable de gratuité et d'émerveillement. Enfin, elle a une bonne estime d'elle-même et elle se regarde avec sympathie, tout en conservant un sens de l'humour qui l'empêche de trop se prendre au sérieux. Est-ce là votre portrait fidèle? Pour peu que votre décodage soit réaliste, vous faites partie du tiers de la population considérée comme étant en parfaite condition mentale. Dans le cas contraire, rassurez-vous, vous ne faites pas bande à part. Plusieurs auteurs s'entendent, en effet, pour établir à plus de 70% le nombre de personnes présentant des comportements de type névrotique, même si, selon eux, 5% seulement souffrent d'une névrose grave. Ces chiffres varient également avec l'âge. Ainsi, selon une enquête effectuée dans le centre de New York, si 24% des individus entre 20 et 29 ans peuvent être considérés comme étant en excellente santé mentale, ce chiffre tombe à 15% pour les individus de plus de 65 ans. Stroll et Cole, 62. En termes statistiques, il semble donc que la nature humaine corresponde à cette zone dans laquelle se trouvent 70% d'entre nous et qui se situe entre la limite de l'équilibre et celle de la pathologie.
Être normal n'est peut-être au fond qu'une manière d'être et de vivre avec ses défauts, ses comportements pas toujours adaptés, ses besoins qu'on essaie de satisfaire tant bien que mal, et l'anxiété contre laquelle on tente de se prémunir le mieux possible en utilisant divers mécanismes de défense et en développant certains traits de caractère. L'important est d'en être le plus possible conscient et faute d'atteindre le plein équilibre, de chercher à demeurer critique face à ses réactions en étant capable d'en rire à l'occasion. Émotions et niveau d'éveil. L'intensité de nos émotions dépend de notre niveau d'éveil. Il nous est en effet bien plus difficile de nous mettre en colère au réveil qu'après la tension d'une journée de travail. Zillman et ses collaborateurs en 1972 ont d'autre part montré que lorsqu'un individu se situe à un niveau d'activation trop élevé, le résidu se transfère sur une émotion subséquente dont elle augmente l'intensité. Alors, et ainsi du visionnement d'un film érotique, les sujets qui venaient de fournir un effort violent ou ont manifesté une excitation sexuelle plus grande que les individus demeurés au repos et qui ne visionnaient le film que longtemps après leur effort fourni. Cantor et Cole, 1975. On a pu, de la même façon, démontrer que les individus mâles manifesteraient beaucoup plus d'intérêt pour une intervieweuse. Celle-ci les interrogea dans une situation dangereuse, comme celle de se trouver sur un pont suspendu à une très grande altitude, que si elle le faisait dans une situation normale, ou lorsqu'elle était remplacée dans la situation périlleuse par un intervieweur mâle. Dutton et Aaron, 1974. L'émotion et la perception. Selon Shafter et Singer, 1971, c'est ce que nous percevons du monde qui nous entoure tout autant que l'activation physiologique qui nous joue un rôle important dans l'orientation que va prendre une émotion. Ainsi, des sujets activés suite à une injection d'adrénaline dont ils ignorent les effets excitateurs réagissent différemment, selon qu'ils sont placés dans une ambiance où règne la gaieté ou dans celle où règne la tension. Dans le premier cas, ils se sentent détendus et heureux, alors que dans le deuxième, ils se sentent envahis par un sentiment de colère. Pour Shafter, il est donc évident que l'activation physiologique est nécessaire au déclenchement de l'émotion, mais que c'est dans la perception du contexte qui détermine son orientation. Valens, en 1966, a cependant contesté, en partie, ce fait, objectant qu'il suffit de croire qu'il y a activation pour que s'opère l'orientation de l'émotion en fonction du contexte. Ainsi, des sujets auxquels on a fait entendre des battements de cœur rapides ou lents pendant qu'ils regardent des photos de femmes nues ont tendance à montrer une préférence pour les photos correspondant aux battements rapides s'ils sont persuadés que ceux-ci sont les leurs. Bon, pour en conclure, je vais parler de la hiérarchie des besoins. Même si, en apparence, ces différentes visions de la motivation semblent contradictoires, on s'aperçoit, en les relisant, qu'elles se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Elles s'adressent simplement à des niveaux de motivation différents et surtout à des motivations différentes. Bon, en premier, tu as la réalisation de soi. En deuxième, tu as les besoins cognitifs et esthétiques, ordre, justice, beauté, symétrie. En troisième, le besoin d'estime, compétence, approbation, reconnaissance. Quatrième, besoin d'affection et d'acceptation, affiliation, attachement, amour. Bon, en cinquième, besoin de sécurité, physique et physiologique. Finalement, besoin physiologique, le faim de soif d'oxygène. Le choix des activités cognitives ne peut être effectué adéquatement que par un organisme activé de façon optimale et dont les besoins de base sont comblés. L'être humain qui meurt de faim ne cherche pas quelque chose à faire et encore moins une activité dans laquelle il pourrait exprimer un sentiment de compétence. Il ne pense qu'à trouver de la nourriture, n'importe laquelle, qu'il dévorera, peu importe le contexte. Il existe donc une hiérarchie dans les différents besoins dont l'organisme réclame la satisfaction, qui va des plus primitifs aux plus sophistiqués. C'est ce que Maslow avait déjà tenté de montrer dans sa théorie hiérarchique des besoins, dont il a été question
Bon, plus loin dans le livre. Rappelons que, selon cette approche humaniste, tout être tend vers son épanouissement à travers les comportements répondant le mieux à ses compétences et à ses aspirations. La théorie de Maslow précise surtout que ces besoins supérieurs ne peuvent émerger que si les besoins plus primitifs n'ont pas d'abord été satisfaits.